En fait, dans une salle de marché en front office, il y a trois jobs, structureur, trader et vendeur. Enfin, quatre avec Kant, mais Kant, c'est un peu à part parce que c'est le principe d'une option, c'est d'accéder à ce qu'on appelle les actifs cachés, comme la vol, la corrélation, les dividendes. Goldman, ils ont monté leur salaire de 20K, le fixe est passé de 65 à 85, et ils n'arrivent pas à embaucher d'ingénieurs. Aujourd'hui, on parle du métier de l'ingénieur en salle de marché, le structureur. Avec Marc, alias Jocaris, qui est un ancien de Goldman Sachs, la plus grande banque d'affaires au monde. Il y a passé plus de 7 ans et est maintenant reconverti dans l'e-sport et la créateur économie. On va parler rapidement de son parcours et aussi des conférences qu'il fait actuellement en école. C'est pour ça qu'on a fait le podcast maintenant. Il va d'ailleurs à Centrale le 3 octobre 2023, si vous êtes aux alentours. Puis de son travail spécifique en banque d'affaires. Qu'est-ce que c'est au quotidien, en quoi ça consiste. Et perso, je ne connaissais pas et ses explications étaient super claires, vachement intéressantes. Et je dois avouer que si j'aurais été étudiant, ça m'aurait beaucoup plus intéressé d'avoir ce type de retour à l'époque que juste des professeurs voilà, qui ne sont pas dans la vie réelle. Bref, bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Les chapitres sont en bas de la vidéo ou dans la description si vous voulez passer à une section qui vous intéresse plus. Si vous êtes sur le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça aide énormément à diffuser et à ce que le podcast devienne plus grand et soit plus connu. Et moi, donc, vous m'aidez énormément en faisant juste un petit like, une petite note 5 étoiles. Merci beaucoup et on est parti. Donc ouais, moi, c'est Marc Le Sage Moretti. J'essaie de me faire connaître sur les réseaux sous le nom de Jocaris. Je m'excuse déjà tout d'abord pour la voix, parce que je suis un petit peu malade et je fais pas mal de conférences en ce moment, mais ça va le faire. J'ai 32 ans, j'ai bossé 7 ans chez Goldman Sachs en ce qu'on appelle vendeur cross-asset, c'est-à-dire en produits dérivés sur différentes classes d'actifs. À la fin de mes 7 ans, j'avais le titre un peu pompeux en banque d'investissement de vice-président, qui veut tout simplement dire que j'ai fait au moins 6 ans dans la banque. Et ensuite, j'ai décidé de tout lâcher pour me lancer dans la créateur économie en tant que créateur de contenu. D'abord, je l'ai fait dans les jeux vidéo sur League of Legends. Je voulais prouver qu'un papy comme moi, à 31 ans, pouvait devenir un master sur LoL, ce que j'ai fait en 3 mois. Donc, master, c'est le top 0,5% des joueurs sur 125 millions de joueurs dans le monde. Et ensuite, je me suis reconverti plus dans la création de contenu de type éducatif. Et aujourd'hui, je fais un talk show où j'ai des invités qui viennent expliquer leur métier dans le monde de l'entreprise pour les étudiants. Et justement, je t'ai contacté parce que même si tu n'as pas un profil ingénieur, tu as fait un métier d'ingénieur en banque et en ce moment, tu es en train de faire des conférences, notamment dans les écoles centrales, je crois, télécom. Est-ce que tu peux juste me dire un peu plus sur le roadshow que tu fais en ce moment et les écoles d'ingénieurs dans lesquelles tu vas, puisque les personnes qui écoutent ce podcast sont à 95-99% ingénieurs. Ok. Ouais, donc en ce moment, je fais effectivement ce que j'ai appelé un roadshow, donc une tournée des écoles de commerce et d'ingénieurs en France pour essayer de gagner un peu en visibilité. Alors, sur les écoles d'ingénieurs, j'ai Centrale, donc sur le campus Gilles-sur-Yvette, le 3 octobre, je crois que c'est à 18h. J'ai Télécom Sud Paris, IMTBS ensemble le 5 octobre à 18h. Et j'ai Ensai Télécom Paris à Saclay le 16 novembre. Voilà, les prochaines. Le thème de ma conférence, c'est en fait, je fais une conférence sur mon parcours. Effectivement, moi, j'ai commencé en structuration chez BNP Paribas, on y reviendra, mais qui est un métier d'ingénieur. Puis, j'étais vendeur chez Goldman Sachs, mais à une époque où c'était l'âge de pierre de Goldman Sachs en produits exotiques, qui sont les produits les plus techniques en banque. Et du coup, il n'y avait pas de structureur, il n'y avait pas d'ingénieur. Donc, mon job de vendeur englobait le globe d'ingénieur aussi. Et la raison pour laquelle ils m'ont pris, c'est parce que j'avais été structureur avant. Donc, je n'aurais pas pu faire ce job-là si je n'étais pas structureur. Et voilà, donc sur mon parcours en banque, sur ma reconversion en créateur économie, sur le challenge que je me suis lancé dans l'e-sport, et sur voilà et puis sur la créateur économie et l'influencing de manière générale et sur mon projet pour la suite d'influenceur un peu des étudiants des top écoles pour le monde de l'entreprise. Voilà Non, un peu le sujet de ma conf. Et après, en fonction des personnes avec qui je suis, il y a une Q&A, voilà, et après on me pose des questions sous tel ou tel angle en fonction du public, quoi. non, c'est trop cool. Moi, je me souviens, ça m'a vachement impacté. Il y a eu beaucoup de personnes qui venaient faire des conférences en école, notamment à l'époque via le BDE, le forum et la jeune entreprise. Et les questions que tu pouvais poser à la fin, c'était vraiment le moment le plus intéressant où tu descends, il a fait sa conférence, c'est cool. Et ensuite, tu vas poser des vraies questions et tu as les vraies réponses d'un professionnel, ce que les professeurs n'ont pas forcément donné à l'école. Et enfin, là, tu as commencé, bon, on le voit un peu avec la voix, tu as dû en faire plusieurs depuis sur la semaine. Ouais, Ça dure combien de temps en général? Une heure, et puis après, tu as les questions-réponses, c'est ça ou... ouais, je fais 1h10, on fait à peu près 35 minutes finance, 35 minutes créateur économie e-sport, 20 minutes de Q&A.
Et en fait, après, je coupe parce que je pense que plus d'une heure et demie d'attention, c'est long pour les gens. Mais effectivement, je dois couper parce qu'après, il y a plein de questions. Après, voilà, en général, j'ai effectivement une armée d'étudiants qui viennent me corneriser dans un coin de la salle et qui me spamment de questions. Et j'essaye, quand j'ai l'énergie, de faire un petit after work où on va se prendre une binouse avec les étudiants. Et là, effectivement, c'est cool, tu vois, que les gens puissent complètement en off par rapport à la conférence, poser des questions qu'ils n'osaient pas poser. Tout ça. Cela dit, dans ma conférence, moi, ma conf, c'est comme un live Twitch, tu vois, je m'exprime de la même manière. Je réponds à toutes les questions sur les salaires, sur la santé mentale, sur les horaires, sur la toxicité au travail, les risques de burn-out, toute la santé mentale. Enfin, on essaie vraiment de parler de tout, tu vois, qu'il y ait des profs ou pas dans la salle. Voilà, je ne fais pas de distinction, mais j'essaie vraiment de faire comme si c'était un live Twitch. Ouais, et comme je te disais en off avant, j'ai écouté quelques-uns de tes lives Twitch qui étaient remis sur YouTube avant l'interview, et c'est assez cool. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui dit vraiment ce qui se passe, pour l'avoir vu, hein, pour l'avoir ressenti avec des amis. Mon meilleur pote a été à Goldman Sachs aussi, pendant un Ok. an, lui, en césure. Tous mes potes font du conseil en strat, et je retrouve beaucoup de choses de ce qu'il me disait dans tes propos, et c'est cool d'avoir quelqu'un qui parle vrai. Il y a une anecdote Merci. qui était trop cool, je trouve, et je voulais qu'on commence par ça. La différence entre l'avantage qu'on a quand on est ingénieur, en fait, pour être recruté en banque. Bon, là, c'était à l'époque quand tu as commencé il y a 8 ans, mais t'avais raconté une anecdote sur un de tes lives sur tes débuts, tes tests pour entrer en tant que job de structureur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ouais, alors, donc moi, à ce moment-là, j'étais à l'ESCP sur le campus de Londres en deuxième année. Et en gros, en école de commerce, je ne sais pas si c'est pareil en école d'ingénieur ou pas, mais la troisième année, en général, on fait une année de césure, une année de stage, quoi. Donc, deuxième semestre de deuxième année, j'étais un peu en train de chercher mon stage. Et donc là, à ce moment-là, je vois un mail passer des RH de BNP qui disent on va faire des tests de logique et de finance sur le campus de l'ESCP, mais ces tests sont réservés aux étudiants de Supélec qui sont en double diplôme avec l'ESCP, de Centrale Supélec. Euh, et donc, bon, moi, à ce moment-là, il faut savoir que comme je trouve qu'il y a zéro challenge intellectuel en école de commerce, j'avais décidé de devenir prof de maths à côté de mes cours. Et j'avais deux classes de 15 élèves de classe préparatoire. Donc, c'était vraiment du taf. Fallait que, quand tu es prof, quand tu enseignes un truc, tu dois maîtriser parfaitement le sujet. Donc, j'ai continué à énormément progresser en maths en école, même si j'ai déjà un très bon niveau en prépa. Et voilà, j'avais des classes de prépa et même parfois j'avais des classes de maths sup sur des remplacements aussi. Donc voilà, j'essaye d'expliquer ça à la RH et je lui dis, OK, je comprends, je n'ai pas un diplôme d'ingénieur, mais je pense que je suis quand même chaud en maths. La RH est une RH française, donc elle voit que je ne coche pas la case ingénieur, donc elle me dit d'aller me Bye faire bye. foutre en gros. Et, euh, et, j- et, et en fait, moi à ce moment-là, bon bref, j'avais séché une semaine de cours pour aller à Grenoble-Altiglis au ski, donc je rentrais et je passais par Paris de toute façon. Donc je me suis dit, bon allez, vas-y, je l'attends. Donc j'arrive le jour J, je vais voir la RH, je lui dis bonjour, Marc Le Sage-Moretti, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez dit d'aller me faire foutre, j'ai décidé de quand même venir. Voilà, bon, je lui dis ça en d'autres termes, bien sûr. Mais donc elle est un peu surprise et elle me dit, bon, bah écoute, prends une feuille, voilà, prends deux feuilles, il y a un test de logique, un test de finance, fais-le. De toute façon, c'était un QCM avec quelques questions où il fallait expliquer genre la différence entre un futur et un forward et tout, mais la plupart, c'était des maths avec quatre choix, tu vois. Donc bon, ça c'était pas non plus trop painful pour elle de corriger une copie de plus, quoi. Puis Et ça donc montre voilà, que donc ce que je trouve bien là-dedans, c'est que ça montre l'audace, quoi. Enfin, t'y vas, et une fois que t'es devant, bah, elle va pas te refuser. Enfin, elle pourrait te refuser, mais bon, ça lui coûtait pas grand-chose, donc. ouais, et puis surtout, j'ai rien à perdre, en fait. Enfin, tu seras jamais un lourdeau, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, bah, le mec est motivé quand même. On lui met une Ouais. porte dans la gueule, il rentre par la fenêtre. C'est une preuve de motivation, tu vois. Et si elle te dit, bah, enfin, ça va jamais être négatif en mode, Tain, lui, on va le blacklister. Il a trop envie d'avoir un job, lui, on va le blacklister. Non, Tu non, vois, ça n'existe pas, quoi. oh, Donc, bah, c'est un bon truc, quoi. ouais, soit tu gagnes et tu peux passer le test, soit tu perds, et de toute façon, elle oubliera le lendemain et elle s'en fout. Donc, Exactement. l'espérance est forcément positive, quoi. C'est un bon Ouais, c'est move. ça. Tout à fait. Move d'expérience positive. Et donc voilà, donc je passe les tests avec succès. Et en fait, à ce moment-là, une fois que tu as passé les tests, ton CV est dans le vivier un peu des CV que les opérationnels vont voir quand ils ont un besoin de recrutement. Et là, j'ai eu un peu de chance parce que, bon, même si mon CV était dans le vivier de recrutement, il y avait quand même marqué ESCP dessus, qui pour la majorité des gens chez BNP ou Société Générale qui ont tous fait Polytechnique ou Centrale, ça veut dire épicier, enfin, pas d'école, quoi, en gros, quoi, il y avait écrit sur mon CV. Et donc, mais ils n'arrivaient pas, en fait, il y a l'équipe de structuration centrale de BNP Paribas
n'arrivaient pas à trouver un ingénieur avec qui ils avaient un bon fit à ce moment-là. Et donc, il dit au RH, montre-nous même les gars qui n'ont pas fait d'école, donc les mecs d'école de commerce. Et donc là, j'arrive en entretien avec des opérationnels de la BNP. J'ai plein de questions sur la finance de marché et tout ça. Et à ce moment-là, j'y connaissais rien parce qu'on n'avait aucun cours dessus en école de commerce. Et donc, du coup, j'avais appris tout seul un peu sur un bouquin qui s'appelle Options futures et autres dérivés de John Hull, qui fait 1000 pages et qui est un peu la bible de la finance de marché. Mais je ne savais pas répondre aux questions, mais le gars voyait que j'étais motivé, que j'avais taffé mon sujet et tout ça. Et donc, il m'a dit, bon, peut-être tu m'as l'air d'avoir vraiment envie. Donc, même si tu es nul pour le moment, tu m'as l'air motivé d'avoir peut-être du potentiel. Donc, let's go, on part avec toi. Donc, c'est comme ça que je deviens structureur à la BNP. Le structureur, il fait quoi? Dans une salle, en fait, dans une salle de marché en front office, il y a 3 jobs, structureur, trader et vendeur. Enfin, 4 avec Kant, mais Kant, c'est un peu à part parce que c'est quand même, enfin, c'est moins prestigieux, entre guillemets, que structureur, trader et sales. Et je suis content que tu abordes le sujet, donc vas-y à fond. C'était la question suivante, c'est qu'est-ce que ça fait un structureur? Je t'ai entendu plusieurs fois en parler, et c'est un des sujets. C'est un job, comme tu as dit, d'ingénieur principalement, même si tout Ouais, profil peut le faire, mais il ouais, faut avoir le niveau en maths, et comme toi tu l'avais à l'époque et tu avais fait ce qu'il fallait faire pour avoir le niveau pour le faire, ça consiste en quoi ce job et qu'est-ce que tu as pu faire en day-to-day, quoi? c'est ça. Le structureur, c'est l'ingénieur de la salle de marché qui crée le produit. Donc en fait, l'ingénieur, il va créer les produits dérivés et il va les pricer principalement. Donc il y a des appels d'offres toute la journée en salle de marché, des clients qui disent je veux un truc, voilà, faites-moi un prix. Je fais un appel d'offres, vous êtes 10 banques à répondre, et donc ton structureur, il va faire un prix sur un produit dérivé. Donc Et concrètement, ça, il fait quoi? ouais, ça consiste en quoi, hein, par exemple? Enfin, là, tu parles de. Imaginons qu'il y a un étudiant qui commence sur les produits et tu lui dis, un ingénieur qui fait des produits, mais ça consiste en quoi exactement? Enfin, est-ce que tu aurais un En gros, exemple? un produit dérivé, c'est un produit juste qui a une formule de payoff où il te dit, voilà, tu as ton sous-jacent Peugeot, l'année 1, si Peugeot est au-dessus de 100 euros, je te paye un coupon de 10 euros. Si c'est au-dessus, si c'est en dessous, je te paye zéro. L'année 2, pareil. L'année 3, pareil. Voilà. Et puis à maturité, il y a une formule de remboursement. Si Peugeot est au-dessus de 100, je te rembourse ton capital 100 plus 80 euros, 10 coupons de 8 euros, par exemple. Si Peugeot est entre 60 et 100, tu as une protection au capital et donc tu récupères tes 100. Et si Peugeot est sous 60, tu es short de ce qu'on appelle en finance un put dans nanine, c'est-à-dire que tu vas perdre 40 et on va te rembourser le niveau de Peugeot. Donc si Peugeot est à 55, tu récupères 55. Ouais. Donc ça, c'est le payoff de remboursement. Le structureur, ce qu'il fait, c'est il fait ce qu'on appelle une simulation de Monte-Carlo, c'est-à-dire qu'il simule 100 000 chemins de Peugeot, donc de X1 à X 100 000. Sur ces 100 000 chemins, il va regarder que paye le payoff, donc que je viens de décrire juste avant, donc F de X1 à F de X 100 000. Et ensuite, en maths, tu as un truc qui s'appelle la loi faible des grands nombres qui dit que quand tu simules un grand nombre de fois un truc, c'est un estimateur qui tend vers l'espérance. Ouais. Et donc, tu as F de E de X. Et ensuite, tu as la linéarité de l'espérance, donc c'est égal à E de F de X. Mhm. Et donc, du coup, comme ça, en fait, tu as réussi à estimer la valeur de ton produit à maturité. Et ensuite, tu as juste à discounter ça avec les taux d'intérêt en univers risque neutre. Et donc, tu as ton prix, ton fair discounted price, en fait. Ouais. Et donc là, une fois que tu as ton fair discounted price, le structureur, il va se dire, OK, j'ai besoin d'ajouter des hedge costs pour mon trader, qui sont en fait les coûts pour hedger le produit, c'est-à-dire pour couvrir les risques de vendre ce produit pendant toute la durée de vie du produit Mhm. pour le client. Et Mhm. donc ça, le structureur, il va se mettre d'accord avec le trader. Et en fait, le, ton produit, il a un certain nombre de dérivés partiels, c'est-à-dire de sensibilité à différents paramètres de marché, Mhm. qu'en finance, on appelle les grecs. Et si tu veux, par exemple, mettons que tu as une sensibilité à la vol, qu'on appelle le Vega, la volatilité du sous-jacent. Mhm. Donc le Vega, c'est la dérivée partielle du produit dérivé, voilà, désolé, enfin, on va appeler ça du produit structuré. C'est la Mhm. dérivée partielle du produit structuré par rapport à la vol. Ça, c'est le Vega. Et donc, c'est une grecque. Euh, Si ta vol, elle est à 20 Mhm. et que la dérivée du produit structuré, elle est positive, bah voilà, ton structuré, il va voir le trader, il va dire la vol, le mid, la vol mid, c'est 20. Toi, comme la dérivée est positive, tu vends la vol en fait. Est-ce que tu veux la vendre à 21, à 22 et tout ça? Et si le Mhm. trader te dit, bon, bah ok, moi je suis prêt à euh, vendre la vol à 21 et à l'acheter à 19, par exemple, ça Ouais. veut dire que il va shifter la vol en fait de plus un, il va bumper la vol de plus un à la vente, il Ok. va la bumper de moins un quand il l'achète, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, en fait, tout ça, la somme,
des dérivés partiels fois le shift correspondant. Donc, dans notre exemple, là, par Ouais. exemple, si le Vega, c'était 0,6 fois 1, bah, ça veut dire que ça a coûté 60 BP sur le shift de vol. Et ensuite, tu as tous les chiffres sur tous les paramètres. Cette somme-là, c'est ce qu'on va appeler les edge costs du trader, c'est-à-dire combien le trader a provisionné, en gros, pour garder toutes ces dérivées partielles égales à zéro pendant toute la durée de vie du produit. Et Mhm. donc, à chaque fois, il va acheter et revendre de la volatilité et tout ça. Et en fonction de la liquidité de ce paramètre, il va perdre de l'argent ou regagner de l'argent et tout. Donc, bref, je récapitule. Le structureur fait une simulation de Monte Carlo. Mettons qu'à la fin de la simulation de Monte Carlo, le discounted fair price, c'était 96. Ensuite, il va voir le trader qui fait une somme de shift de paramètres. Et cette somme, mettons que ça soit égal à 2, bah, il va ajouter ça à 98. Ouais. Puis, le vendeur va prendre une marge peut-être de 2. Et donc, on va vendre le produit au client final à 100, tu vois, par exemple. Ouais. Non, fair enough. Et ça, c'est cool. Et ça, ça, c'est le quotidien. C'est de fabriquer ce type de produit, de faire ces simulations. Ouais, ouais, complètement. C'est ça. C'est le quotidien. Donc, tu as soit ce qu'on appelle de la reverse inquiry, c'est-à-dire que le client arrive avec une demande toute faite dans sa tête, il fait un appel d'offres, il dit, moi, j'ai réfléchi, j'ai optimisé avec mes équipes un peu en interne d'ingénieurs et qui m'ont dit, voilà, le produit le plus intéressant dans le marché à faire en ce moment, c'est ça. Soit t'as des demandes beaucoup plus larges en mode, on va faire ce qu'on appelle un beauty contest, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais voilà, faites-nous des propositions un peu sexy par rapport aux paramètres de marché. Pourquoi c'est intéressant d'acheter de la vol en ce moment? Pourquoi c'est intéressant de vendre de la Corel? Montrez-nous avec des graphes. Est-ce qu'il n'y a pas une dislocation de marché sur les dividendes long terme et à quoi c'est dû et tout ça? Et ça, c'est assez. Moi, c'est la partie que je préfère en structuration. C'est en fait, ça te demande de vraiment comprendre le marché et de savoir arbitrer des paramètres en disant, ah bah, et là, il y a tel paramètre qui est intéressant à jouer ou quoi. Et il faut bien comprendre que les gens font souvent l'erreur de se dire à quoi servent les options, en fait, finalement. Les gens pensent que les options, tu vois, tu achètes une option d'achat sur un actif qui vaut 100 et l'option d'achat, le call, il vaut 7. Et donc, les gens pensent que l'intérêt de l'option, c'est de se leverager. Alors que, parce que ça vaut 7 pour prendre une position sur un truc qui vaut 100. Mais en fait, c'est pas le cas. Tu as plein d'autres paramètres, tu as plein d'autres. Enfin, tout simplement, avec de la dette, tu peux te leverager comme un maboule. Donc, c'est pas ça. Le principe d'une option, c'est d'accéder à ce qu'on appelle les actifs cachés, comme la vol, la corrélation, les dividendes, auxquels tu ne peux pas accéder autrement, en fait. Donc, c'est ça qui est hyper sympa sur les options, c'est tu vas chercher des actifs cachés que tu ne peux pas acheter autrement et sur lesquels il peut y avoir des déformations, des dislocations de marché et tu vas aller arbitrer ce truc-là. Tu vois. Donc, Hmm. et donc ça, c'est assez cool. Quand tu arrives à bien comprendre ça et à créer, tu peux faire ce que tu veux dans les produits structurés. En fait, t'as une possibilité de créativité qui est énorme. En fait, tu te dis, OK, j'ai envie d'arbitrer, j'ai envie de vendre la Corel, d'acheter du div, de vendre de la vol et je sais pas, et de vendre les taux, par exemple. OK, comment je crée un produit qui répond à ces quatre problématiques-là? Et c'est assez fun à faire. Non, ça a l'air trop cool, dit comme ça. Tu vois, genre, on me l'a jamais présenté comme ça, le job en banque d'affaires. Et je pense que quelqu'un me l'aurait présenté comme ça il y a 8-10 ans, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ouais. Ça a Ouais, l'air il est trop cool cool. le job. Franchement, la structuration, c'est assez fun. Ouais. Et comment ça se passe justement quand tu es au. Donc, tu as la créativité potentielle, tu parles de ces beauty contests, donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de travail en collaboration, mais est-ce que on te donne une tâche, comment ça fonctionne en fait le travail en équipe au sein de ce type d'équipe avec pas mal d'ingés et après tu as t'as des vendeurs, donc tu disais que tu as des vendeurs ensuite. Donc, comment ça se passe en termes ouais, merde, j'ai un mot en anglais, mais j'arrive pas à le trouver en français. Bref, comment est-ce que ça s'interloque, comment ça se goupille tout ça, le travail d'équipe? Ouais. Ça dépend un peu des desks. Il y a des desks de structuration où les structureurs, ce qui je trouvais pas mal, vont être spécialisés par type de client. Tu vois, un client, par exemple, un assureur qui vient t'acheter peut-être 100 millions d'euros d'un produit structuré dans une problématique de couvrir son fonds euro. Le fonds euro, c'est un fonds de capital garanti qui paye genre autour de 2% par an, tu vois. Et donc, un assureur qui vient te voir et qui te dit, bah, moi, j'aimerais faire un produit de hedge par rapport à mon fonds euro, Mhm. il va arriver avec une problématique spécifique, tu vois. Donc ouais, les assureurs, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un produit qu'on appelle couponnant. Donc chaque année, si l'Eurostoxx est au-dessus de 100, tu récupères un coupon de 4%. Pardon, l'Eurostoxx strike à 100 initialement, et chaque année, s'il est au-dessus de 60% de son niveau initial, l'assureur récupère un coupon de 4%. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un effet de lock-in, c'est-à-dire si l'Eurostoxx passe au-dessus de 120, là, le produit est locké et tous les coupons futurs pendant 12 ans, par exemple, sont garantis. Mhm. Et à maturité, bon, il y a un peu le même truc que j'expliquais tout à l'heure où il est short d'un put dans Nanine. Et en fait, le fait qu'il soit short, c'est-à-dire qu'il vend un put dans Nanine à la banque,
lui permet de financer toute cette série de coupons et ses paramètres de lock-in. Donc, voilà. Et c'est des produits assez spécifiques, ça. Donc, souvent, ouais, les structureurs, ils sont spécialisés par type de client. Il connaît le client, il suit le client. Tu vois, par exemple, un gros assureur type Cardiff, il sait, ah ouais, Cardiff, il aime bien faire des trucs un peu complexes où il y a une composante equity sur l'Eurostox Mhm. et une composante, par exemple, taux sur le CMS 10 ans, le taux 10 ans, le Constant Maturity Swap 10 ans. Et il fait des trucs un peu hybrides equity taux, il y a de la corrélée equity taux, où c'est un peu complexe, ça ne le dérange pas. Et Ou quand tu as alors un client comme tel ça, autre client, vous êtes plusieurs à travailler en même temps en termes de structureur, où il y a un structureur et il y a un un sales. structure. Ouais, un structure. Ok, C'est un. le structure, voilà, c'est lui qui suit ce client-là, qui est ingénieur. Voilà. Et D'accord. là, je parle dans les banques françaises parce que, enfin, moi, quand j'ai commencé chez Goldman, il n'y avait pas de structure. Donc, c'est moi qui faisais ce boulot-là. Il y avait un truc hybride à pricer equity taux et tout. C'est moi qui le priceais directement avec le trader en lui demandant quels paramètres de shift il voulait mettre sur ces différentes grecques, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais c'était une partie intégrante de mon boulot de sales, moi, à ce moment-là. C'est dû Ok. au fait, pour expliquer que les banques françaises sur les produits exotiques sont beaucoup plus développées que les banques américaines. Et les banques françaises ont un PNB par tête, un produit net bancaire par tête, qui est un peu le chiffre d'affaires d'une banque, qui est beaucoup moins élevé que les banques américaines. Donc les banques américaines, pour faire le même profit, ont beaucoup moins de personnes, en fait. Donc tu touches un peu à tout quand tu es dans une banque américaine. Toi, t'as préféré quoi en termes de job en lui-même, le fait de pouvoir toucher à tout ou d'être quand même beaucoup plus accompagné derrière? Moi, j'ai préféré toucher à tout parce que aujourd'hui, je connais tous les métiers en fait de la salle de marché dans les produits exotiques. J'ai tout fait en fait, tu vois. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais pas de structure, donc je priçais, j'étais sales, donc je faisais la vente. J'avais pas de trader exotique, c'est-à-dire que j'avais que des traders sur le flux qui marquaient les produits jusqu'à 1 an et demi. Les produits flux, c'est ça à peu près. Et quand moi je faisais un produit 10 ans, c'était à moi d'aller marquer tous les dividendes de mon panier de 20 actions et de ça. Donc je faisais aussi le job du trader et j'appelais le trader flux en lui donnant toutes les grecs qui devaient se hedger et tout ça. Enfin, je faisais une bonne partie du boulot du trader. Je faisais le KYC, c'est-à-dire le boulot de la compliance et du légal, le know your client, de voilà, Mhm. savoir comment on onboard et tout ça. Je faisais le boulot du marketing parce que tu as des produits qui sont vendus en APE, en appel public à l'épargne, qui doit répondre à un certain nombre de contraintes de l'AMF et tout ça. Et ta brochure doit répondre à un certain nombre de normes. Donc voilà. Et en fait, le fait de tout faire a énormément de valeur. Et c'est pour ça que, voilà, à la fin, après mes 7 ans chez Goldman Sachs, j'étais appelé toutes les semaines par des chasseurs de tête sur d'autres banques, par exemple Bank of America Merrill Lynch ou des banques petites américaines qui voulaient monter ce desk-là d'exotique en France. Et ils savaient que des gens chez Goldman ou dans ce type de banque auraient un peu touché à tout et donc sauraient un peu quelles sont toutes les contraintes pour monter le business. Là aussi, j'avais fait toute ma carrière chez BNP, j'aurais été beaucoup plus focus sur un truc. Donc, en fait, si tu veux, chez BNP, sur chaque élément, structuration, trader, machin et ça, tu auras un mec meilleur que chez Goldman, forcément, parce qu'il fait que ça, en fait, le gars, tu vois. Donc, sur chacun des trucs, tu auras un mec qui est un meilleur spécialiste que tu as chez un Goldman like, tu vois. Mais chez Goldman, tu auras beaucoup plus des gars qui ont une vision d'ensemble et qui auront tout fait, tu vois. Ouais, non, Moi, je je vois très. préfère faire ça, mais ça dépend après, toi, ce que tu préfères, quoi. Ouais, non, je comprends. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, si vous avez des questions là-dessus, vu que tu as touché un peu à tout et que vous êtes dispo pour pour les conférences qui arrivent dans les écoles d'ingé, c'est l'occasion, quoi. Là, il y aura toutes les Q&A. S'il y a une question spécifique sur un domaine, au moins, tu auras peut-être une connaissance du domaine et tu pourras aiguiller. Ouais, c'est ça. Bah, j'en profite pour dire que la conférence, par exemple, la centrale, je sais qu'elle est ouverte aux extés, donc c'est cool. N'importe qui peut venir. Je vais poster ça sur LinkedIn. Je pense que je vais juste demander en commentaire les gens de dire qu'ils sont intéressés. Comme ça, j'ai leur nom, je les inscris et tout ça. Mais c'est cool. Ouais. Je suis content qu'elle puisse être ouverte aux extés et qu'il puisse y avoir un peu de monde. Ouais, ça c'est trop cool. Bah, je mettrai le lien en description, si vous êtes sur YouTube, en description, en commentaire, et si vous êtes sur la plateforme de podcast, en description de l'épisode. Deux dernières questions pour toi, parce que je sais qu'après, tu es Yes. short in time, on parle en plein milieu de tes différentes confs, donc merci d'avoir pris le temps. Deux dernières questions. La première, c'est justement toi qui as fait autant de temps dans un travail d'ingénieur avec pas mal d'ingé autour, est-ce que tu as remarqué des différences au final une fois que tu faisais le job, ou est-ce qu'il y a ouais, est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées sur les ingénieurs autour de toi, ou est-ce que le fait d'avoir eu un si bon niveau en maths, grâce à ce que tu as fait en plus à côté, a fait que au final, il n'y avait pas de différence, tout le monde était dans le même bateau, une fois que tu es dans le travail, tu es dans le travail et tu y vas. Ouais, non, il y a une vraie mafia des ingénieurs dans les banques françaises. Moi, j'ai fait 1 an de stage chez BNP en structuration. Et à la fin de mon stage, donc, je partais dans l'Illinois faire mon dernier semestre pas loin de Chicago.
Et là, le boss de mon équipe m'appelle et me dit, bah écoute Marc, voilà, c'est assez ouf, j'ai un head count, donc je peux embaucher un gars. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps en fait, parce que moi j'ai commencé à bosser, c'était la crise de la dette souveraine. Ça faisait longtemps que les banques étaient en freeze. Bref. Donc il me dit, je t'ai fast track au dernier tour, tu vas arriver dernier tour d'entretien, vous êtes plus que quatre. Et en gros, Trop le dernier cool. tour d'entretien consistait à voir chacun des boss de structuration de la salle. Donc en fait, j'arrive, je fais mon aller-retour Chicago-Paris. Et tous les boss de structuration, chez BNP et chez Central, ça va être pareil, c'est soit des X, soit des centraliens. T'as pas d'autre chose, pas d'autre possibilité, Mais est-ce soit qu'ils X, étaient soit centralien. ouverts à ton profil ou pas alors, au final? Non, je suis Oh arrivé, merde. je monte mon CV et le gars, je me rappelle très bien, il y a un mec qui a vu mon CV qui m'a fait ah putain, je savais pas qu'on voyait des mecs qui n'avaient pas fait d'école. Et La voilà. pute. Et j'ai pas eu d'entretien. J'ai même pas eu de questions. Moi, je m'attendais à avoir des trucs en mode sur le modèle de div, le modèle de vol, le machin et ça. Le gars était fermé, en fait. J'étais en mode, mec, enfin, Ah, on va pas prendre un guignolo, quoi. Et ah, j'en ai c'est pas mal fou. voulu à mon boss de pas avoir les couilles de dire, bah, écoutez, moi, le gars, il a fait ses preuves pendant 10 mois, on le prend, tu vois. Enfin, il m'a vu pendant 10 mois, mon boss, tu vois. Mais c'est Bah juste ouais, que, c'est chaud, hein. en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais le premier gars en structuration chez BNP, en stage, à venir d'une école de commerce. Hmm. Donc, en job, c'était vraiment encore plus impossible, tu vois. Donc, Ouais, mais ils auraient pu voir les résultats, quoi. Enfin, si t'as eu les résultats, t'as eu les résultats. Je trouve ça fou. Ah, dans la mentalité des banques françaises et de manière générale des boîtes françaises, c'est impressionnant comment la note que tu as eue en maths à 19 ans te poursuit toute ta vie, tu vois. et est-ce que t'as vu la Et même chose à Goldman ou pas? Parce que je pose la question, vu que moi, ça fait 9 ans que je vis en Australie. Dans mon école, perso, tout le monde, personne n'en a rien à faire, hein. C'est la première chose, c'est tu t'oublies, tu dis juste que tu as un master, ils comprennent. Mais à Goldman, c'était le même cas, il y avait plus d'ingé que chose ou pas du tout? Après, c'était tout à fait. j'ai jamais. En fait, c'est marrant parce que les gens me disent, ouais, avec telle école, est-ce que tu peux accéder à Goldman Sachs et tout? Et je leur réponds, j'ai no clue parce que je ne sais pas quelle école ont fait mes collègues, tu vois. En fait, quand j'étais chez BNP, on me présentait les mecs dans la salle en me disant, tu vois, lui là-bas, c'est un X. Lui, c'est un centralien. Lui, là, le vendeur là-bas, Audencia. Il faudra checker ses mails, au gars, tu vois, sous-entendu, tu vois. Et, et quand j'étais chez Goldman, on me disait, tu vois, le mec là-bas, il fait 15 millions de PNL sur les converts. Lui là-bas, 25. Lui, 50. C'est un monstre. PNL, ça veut dire Profit and Losses, Ouais. voilà, pour ceux qui maîtrisent. Et, et en fait, alors oui, ils parlent que d'argent et ils sont très ROI oriented, tu vois, ROI driven. Il est requin. Mais le mec, il est jugé sur ce qu'il a fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Il n'est pas jugé sur la note qu'il a eue en maths il y a 10 ans, tu vois. Et Ouais. encore une fois, j'adore les maths, hein, c'est pas le problème, mais enfin, c'est sûr que c'est absurde la logique française là-dessus. Et je pense que c'est une des principales raisons pour laquelle les banques françaises sous-performent à ce point les banques américaines, tu vois. C'est qu'il y a beaucoup plus de diversité de profils en banque américaine et je pense que c'est ce qui fait leur force, quoi. C'est trop cool. Dernière question. En... Un étudiant justement qui voudrait venir à ta conf mais qui peut pas venir, imaginons s'il doit juste écouter ce podcast et avoir un conseil, quelqu'un qui aimerait aller en banque d'affaires, quel serait le conseil numéro un que tu donnerais à un étudiant qui est motivé? Bah, je pense qu'il faut forcer sa chance un peu, tenter plein de trucs. Là, moi, là, bon, je viens de parler d'un échec, là, par exemple, chez BNP, mais j'en ai eu plein d'autres. J'ai fait tous les trucs pour le summer. C'est un process assez long pour les summer internships et j'ai raté au dernier round qui s'appelle l'Assessment Center chez Morgan Stanley. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment multiplier les opportunités. Moi, j'ai un fichier Excel où je traquais un peu tous les trucs auxquels je candidatais. Il faut spammer, quoi. Il faut y aller sans avoir peur. Il faut faire des networking events, aller voir les RH et tout ça. Et ensuite, dernière chose que je voudrais dire, parce que ça, c'est assez marrant, parce que moi, en ce moment, en gros, je suis un peu influenceur pour les entreprises et je les aide à promouvoir leur marque employeur. Et notamment, je travaille avec Goldman Sachs pour les aider à promouvoir leur marque employeur. Goldman, ils ont monté leur salaire de 20K. Le fixe est passé de 65 à 85 et ils n'arrivent pas à embaucher d'ingénieurs. Et en fait, moi, les RH, elles viennent me voir, elles me disent, What's wrong with those kids? They don't want to work in banks anymore. Et, et ce qui est marrant, c'est que quand je vais voir quand j'ai mes joueurs des centraliens et ça, ils me disent, ouais, tu penses qu'avec Central, je peux rentrer dans une banque et enfin, ils sont pas au courant, en fait, tu vois. Et donc, aujourd'hui, les ingénieurs sont hyper recherchés par les banques et les ingénieurs, j'ai l'impression, ne sont pas forcément au courant. Donc, ouais, si vous êtes dans une des top 5 écoles d'ingé, vous avez un super profil, tu vois, Polytechnique, Mines, Centrale Supélec, NSAE, tout ça, Télécom, vous avez un super profil pour intégrer les banques. Et donc voilà, il suffit il- tout ce qui vous manque, en gros, aux ingénieurs, c'est un peu d'awareness de qu'est-ce qui se passe, en fait, quand sont les process, quand sont les networking events et tout ça.
il faut que vous fassiez un petit effort là-dessus, quoi. Mais sinon, vous avez le profil pour être embauché. Top. Bah, et si jamais ils veulent en savoir plus, il y a la conférence, ou bien il y a ta chaîne YouTube Jocarise, ou bien ton profil LinkedIn que je mettrai en description. Merci beaucoup, Marc. Yes. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était cool. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes sur YouTube, vous avez une autre vidéo qui s'affiche à l'écran, un autre podcast, une autre discussion d'ingénieurs. Excellente journée à vous. Bye bye.